Ce chapitre va traiter du schéma de conception, ou autrement dit Design Pattern Observer. C'est un schéma de conception destiné à la communication événementielle. Alors pour introduire ce schéma de conception, on va commencer par un exemple qui va en illustrer le besoin. Donc, supposons qu'on veut développer un jeu de course. Il y a plusieurs joueurs, chaque joueur pilote une voiture sur l'écran. Le but est de finir le premier X tours, disons 10 tours d'un circuit, et la course se termine quand une voiture atteint l'arrivée. Donc c'est un exemple de jeu comme on peut voir sur les consoles de jeu à la Mario Kart et compagnie. Donc les contraintes, c'est que chaque joueur dispose de 3 vies, il y a des obstacles, des bombes à éviter sinon on perd une vie, et puis là, on va simplifier, on va dire que quand une voiture n'a plus de vie, elle retourne à la case départ, au point de départ en tout cas. Et donc si on essaye de coder ça, donc on va définir notre classe qui a plusieurs champs avec des accesseurs donc, et des méthodes qui permettent de modifier le nombre de tours restantes, d'actualiser la position dans le circuit et puis si on a fini un tour de diminuer le nombre de tours restants, etc. Des méthodes pour avancer en modifiant la position, des méthodes pour tourner à gauche, pour tourner à droite, etc. Pareil pour la gestion de vie, un setter pour modifier le nombre de vies à un moment donné, et puis des méthodes pour gérer les éventuelles explosions, les rencontres des bombes, donc qui vont modifier la position si le nombre de vies est tombé à 0, et puis on va réinitialiser le nombre de vies, etc. Et donc là, une fois qu'on a codé notre classe voiture, donc on a vu avant, on va rencontrer un besoin de l'application, c'est le besoin d'actualiser l'affichage. Donc on a la voiture qui se déplace, en réaction aux commandes de l'utilisateur, la voiture va bouger, ou l'objet voiture va être modifié, et donc on voudrait que l'affichage graphique, donc la sprite, le petit dessin qui représente une voiture, on voudrait qu'il bouge sur l'écran, en fonction de l'objet voiture. On voudrait que le classement des voitures soit actualisé. Donc on a plusieurs voitures qui tournent, et puis à un instant donné, suivant la position de chacune des voitures et le nombre de tours restants, on va avoir un certain classement. Et puis aussi, on voudrait avoir une visualisation du nombre de vies associées à chaque voiture. Donc là, à chaque fois qu'il y a une bombe qui explose ou un retour de départ, etc., en fait, il faudra que le nombre d'étoiles soit modifié. Donc, si on essaie de représenter le graphe d'objets, donc avec chaque rond représentant un objet, on a un objet qui représente une voiture Z. Donc, une manière de voir la chose, c'est de dire la voiture, elle va référencer un afficheur de la voiture, donc une icône de la voiture, et puis un afficheur de la vie, du nombre de vies restantes, donc qui va afficher les étoiles. Et puis également, la voiture, elle va référencer un objet qu'on va appeler arbitre, et cet objet-là, il va donner le classement, c'est lui qui gère le classement. Puisque les autres voitures, qui ont chacune un afficheur, une icône de la voiture elle-même, puis son afficheur de son niveau de vie, les autres voitures aussi partagent ou référencent le même arbitre. Et donc c'est l'arbitre, connaissant les positions des différentes voitures, il doit faire son classement. Et donc la question, c'est comment lier les différents objets. Une solution possible, c'est de dire, tiens, on va ajouter des champs. Chaque fois qu'un objet en référence un autre, il faudra qu'il ait une variable ou un champ sur cet objet-là. Donc là, en l'occurrence, c'est une relation qui va durer, une référence qui va durer. Donc l'afficheur associé à une voiture va exister aussi longtemps que la voiture va exister. Donc idem pour l'arbitre, idem pour l'afficheur de vie. Donc on va ajouter 3 champs à notre classe voiture. Et puis on va modifier les setters pour mettre à jour l'affichage.
Donc par exemple, la position, si le secteur de la position, si la position change, on fait le même traitement qu'on faisait tout à l'heure, mais en plus, on va appeler une méthode sur l'afficheur de voiture et une autre méthode sur l'arbitre pour signaler le changement de position, éventuellement du nombre de tours restants, etc. Donc l'arbitre, il faut lui donner non seulement la position, la nouvelle position, comme l'afficheur de voiture donne la nouvelle position de la voiture, mais il faut également donner c'est la position de quelle voiture et quel est le nombre de tours restants pour cette voiture-là. Parce que l'arbitre, il gère plusieurs voitures. Le problème de ça, c'est que c'est un couplage fort. Ça veut dire quoi, couplage fort? Le fait d'avoir dans la voiture une référence en dur, un champ dédié à l'arbitre, un champ dédié à l'afficheur, c'est ça ce que ça veut dire, un couplage fort, ça, ce couplage-là, ça va rendre les modifications difficiles. Le code devient complexe, vous avez vu dans la diapo précédente, on a, à partir de la méthode qu'on avait avant, donc un exemple de méthode, on a quasiment doublé la taille, ça c'est un couplage fort, ce qui se traduit par donc un code donc plus complexe, donc plus difficile à comprendre et à modifier, donc on perd en efficacité en développement. Donc si on a besoin de faire une modification, il faudra peut-être faire modifier plusieurs classes en même temps, avec ce qui se traduit par des oublis, des bugs, donc toutes sortes d'erreurs, qui vont donc ralentir le développement, ralentir la progression du projet. Donc, exemple, supposons que donc on a notre jeu, on a fini notre jeu, et puis on veut introduire un mode entraînement. Dans le mode entraînement, on fait autant de tours qu'on veut, le classement n'a pas d'importance, et dans ce cas, on n'a pas besoin d'arbitre. Et dans ce cas, donc si on n'a pas besoin d'arbitre, ou on n'a pas besoin d'actualiser l'affichage de l'arbitre, pour savoir ça, il nous faut un champ supplémentaire dans la voiture qui nous dit on est en mode course ou on ne l'est pas. Et si on est dans le mode course, en fait, on va signaler à l'arbitre les éventuels changements de position de la voiture, on est dans la méthode position de points. Et si on n'est pas dans le mode course, ce bloc-là ne va pas être exécuté. Donc là, pour ajouter un mode particulier, on est obligé de modifier la classe voiture en profondeur. Donc c'est pas terrible, ce couplage fort-là et les modifications qui obligent de faire, ou le coût en termes de vitesse de développement, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Et donc pour l'éviter, il y a une solution qui s'appelle le pattern observer, ou le schéma de conception observer. Alors on va parler des objets, de leur rôle et de leurs interactions dans le pattern observer. Donc un pattern, c'est juste une manière d'organiser les objets, une manière de les agencer, de les connecter, de les faire interagir. Et donc on va discuter de leur rôle et de leur interaction. Donc avec le pattern observer, on a deux sortes d'objets. On a les sujets et on a les observateurs. Donc les observateurs qui peuvent être de différentes classes, instances de différentes classes, mais ils sont reliés au sujet à travers une collection. Donc le type 7, typiquement. Et donc, le sujet, il a un certain état initial, disons que là, il a un champ dont la valeur il est à 3. Supposons qu'on appelle une méthode sur le sujet qui va provoquer le changement de cette valeur-là, donc on passe de 3 à 2. Alors, on va parcourir la collection des observateurs et notifier chacun des observateurs en appelant la même méthode, donc le même message, qui va être envoyé à tout le monde. Oui, j'utilise bien le terme message et pas méthode. On envoie le même message aux différents objets. Comme ils sont potentiellement instances de classes différentes, donc on va exécuter potentiellement des méthodes différentes. Mais l'appel, il est identique. Le pattern observer permet de lier les objets, donc les observateurs au sujet. Et donc, vu que le sujet il a une collection d'observateurs,
Donc rien n'empêche d'ajouter un élément. Donc on peut ajouter un observateur instance de la classe observateur C. On peut ajouter un observateur qui est instance d'une autre classe, une classe qu'on avait déjà, donc on peut avoir plusieurs observateurs instance de la même classe B. On peut également supprimer un observateur, et donc puisque ils sont tous référencés par la collection elle est élastique, donc rien n'empêche de supprimer la référence vers un observateur. Et tout ça, ces ajouts et suppressions, sont sans impact sur le code du sujet. La classe sujet n'a pas été modifiée. On sait juste qu'on a accès aux observateurs par une collection, et donc ça n'a pas d'impact. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut ajouter, retirer les sujets, sans modifier l'état, enfin le code du sujet. Et puis autre avantage, c'est que ces modifications-là, on peut les faire à l'exécution. Contrairement aux modifications qu'on a vues avant, où il fallait ajouter des champs, etc., donc à moins d'avoir un langage réflexif et que ça nécessite une mécanique relativement sophistiquée, donc, ce qui n'est pas toujours souhaitable d'utiliser, hein, c'est prendre un bazooka, donc ce n'est pas la peine. Donc on peut faire ces changements-là directement, donc sans modifier le code. Bon, ce qu'il faut retenir aussi, enfin autre élément, c'est qu'on a fait, je reviens un petit peu en arrière, on a un set qui est entre le sujet et les observateurs. Donc le sujet, lui, il connaît le set, les observateurs, ils sont référencés dans le set, mais qui s'occupe de l'ajout, enfin de modification du set, hein, des observateurs? Ben ça, c'est fait ailleurs. Donc si on reprend notre exemple du jeu de course de voiture, donc avec le pattern observer, on va avoir chaque voiture qui va être un sujet. Donc la voiture rose, elle a une collection d'observateurs. Donc un observateur, c'est l'afficheur de voiture rose. Un deuxième observateur, c'est l'afficheur du nombre de vies, qui est lui-même rose. Et donc le code du sujet, donc la voiture, ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Donc j'ai mis en gris tout ce qu'il y avait avant, ce qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on a ajouté un champ, qui est le champ des observateurs. Dans l'initialize, donc à la création, à l'initialisation, on va l'initialiser sous forme d'un set. Et puis il nous faut des méthodes pour ajouter un observateur, pour aller modifier ce set-là, ou supprimer, pour faire un remove. Et puis on a une méthode notifier observateur qui va parcourir les observateurs et va envoyer le message update à chacun d'eux. Et puis, quand on va modifier un champ, donc avec son setter, on va appeler notifier observateur. Donc ça, le code qui est encadré de bleu, c'est la seule chose qui est spécifique au sujet. Une fois qu'on a fait ça, le sujet il est prêt à l'emploi et on peut lui brancher autant d'observateurs qu'on veut. Le reste du code ne change pas. Pour les afficheurs, donc, qui sont des observateurs, donc là j'ai deux afficheurs différents, l'afficheur de voiture et l'afficheur de i. Chacun d'eux va avoir, donc chacune de ces deux classes-là va avoir une méthode update qui va être ajoutée, et puis elle va recevoir le sujet en paramètres, et puis suivant ce qui nous intéresse dans le cadre de l'observateur, bah on va utiliser un getter particulier de la voiture. Donc là, l'afficheur de voiture, lui, il va modifier la position de l'icône qui représente la voiture ou le dessin qui représente la voiture sur l'écran. Et donc on a besoin de la position de la voiture. Il va demander à sa voiture sa position à chaque mise à jour. Par contre, l'afficheur du nombre de vies, lui, sa méthode update, elle va demander à la voiture le nombre de vies. Et c'est ça ce qui va permettre d'actualiser l'affichage du nombre de vies. Le pattern observateur est assez souple pour permettre qu'un objet joue le double rôle de sujet et d'observateur. Donc, tout à l'heure, on avait la voiture qui était un sujet qui jouait juste le rôle de sujet et les afficheurs qui jouent juste le rôle d'observateur. On n'avait pas mentionné l'arbitre. Et l'arbitre, lui, il est à la fois observateur de la voiture et sujet pour
l'afficheur de classement. Donc l'arbitre, il va avoir un code qui va contenir à la fois du bleu, enfin, parce qu'il relève du sujet, et puis du violet, qui relève de l'observateur. Donc on a la méthode ajout-suppression, notification des observateurs, avec les observateurs étant un set qui initialise le début. Et puis il a une méthode update aussi, et la méthode update, quand elle est appelée, elle va trier les voitures, et puis elle va notifier les observateurs. Donc on peut avoir une cascade d'un sujet, d'un observateur qui va relancer ses autres observateurs, etc. Donc la voiture, s'il y a une voiture qui est modifiée, elle va modifier l'arbitre, et l'arbitre va modifier l'afficheur de classement. Reste la question de connecter les sujets et les observateurs. On avait dit que ça se passait dans une autre classe tout à l'heure, on ne s'est pas attardé. En fait, là, dans notre cas, on va avoir une classe jeu. Et la classe jeu, elle va référencer les différentes entités du jeu. Donc, elle va avoir un champ pour l'arbitre, un champ pour l'afficheur de classement, un champ pour les différentes voitures, un champ pour les afficheurs de voitures, etc. etc. Dans son initialize, on va créer l'arbitre, instance de la classe arbitre de course. On va créer l'afficheur de classement qui est instance d'une classe tableau de score. Et puis, on va appeler la méthode ajouter observateur de l'arbitre avec comme paramètre l'afficheur de classement. Et on va faire la même chose, on va créer les voitures, on va créer les afficheurs de voitures, et puis on va faire une boucle qui va boucler sur les voitures et les afficheurs. Le while do, ça permet de parcourir les deux boucles en même temps, et donc le bloc derrière, il va avoir deux paramètres, une voiture qui va référencer chacun des éléments de la collection voiture, et un afficheur qui va parcourir chacun des éléments de la collection voiture, afficheur. Donc les deux collections vont être parcourues en même temps. Et puis, une fois qu'on a fait, à chaque itération, donc à chaque voiture, on va lui ajouter comme observateur son afficheur. Et puis, on va ajouter à la voiture un observateur supplémentaire qui est l'arbitre. Donc jusque-là, on a vu comment créer deux sujets, deux classes de sujets qui sont, dans notre exemple, la voiture et l'arbitre. Or, ces deux classes-là, elles partagent du code. Enfin, elles ont du code en commun, disons, donc du doublon. Donc, elles ont toutes les deux un champ observateur, elles ont toutes les deux les méthodes pour ajouter, supprimer, notifier les observateurs. Donc, on le retrouve des deux côtés. Et donc, bien sûr, une des règles d'or du bon ingénieur logiciel, c'est de ne pas écrire le même code deux fois. Pas de copier-coller, interdit. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et donc, une première solution, c'est de mettre ce code-là dans une superclasse et d'en hériter. Les superclasses ou l'héritage, il est là pour ça, c'est pour factoriser du code et le partager entre différentes sous-classes. Et donc on va définir une classe qu'on va baptiser simplement sujet. Elle a un champ observateur, elle a une méthode d'initialisation pour initialiser le champ observateur, elle a une méthode pour ajouter, supprimer les observateurs, c'est exactement le même code qu'on avait avant, mais sauf qu'on l'a écrit qu'une seule fois, et on va hériter deux fois, ou autant de fois qu'on va avoir de sujets. Pour le reste, le code ne change pas. C'est juste qu'on va, au lieu de l'avoir écrit deux fois, on l'a qu'une seule fois et on le réutilise autant de fois que nécessaire. Bon. Cette solution-là, ça peut être un problème dans un langage à héritage simple si on a le problème de si on a une superclasse qui est imposée. Bon, imaginons. La classe voiture, elle hérite d'une autre classe véhicule à roues, qui hérite d'une autre classe véhicule, etc., etc. Donc on ne peut pas placer le sujet dans cette hiérarchie-là. Donc comment faire? Si on a l'héritage multiple, bon, on est sauvé. Donc là, par exemple, si on a l'héritage multiple à base de traits,
Bah, on va dire la voiture et l'arbitre, elles partagent un trait, ils utilisent le même trait. Donc le code qu'on avait avant dans la superclasse sujet, en fait, on va le mettre dans un trait, qui s'appelle sujet, et puis voilà, c'est tout. C'est gagné. Bon, sous réserve d'avoir un langage, un héritage multiple avec des traits, enfin soit avec un héritage multiple en différentes classes, ou alors une solution d'héritage multiple qui permet d'avoir des traits avec des champs. Donc bon, disons ça, c'est une solution possible. Mais si on est dans un langage à base d'héritage simple, pur, où on n'a pas d'héritage multiple, ou en tout cas pas un héritage multiple qui permet d'avoir de différentes sources avec différents champs, des traits avec différents champs, bah la dernière solution possible, c'est l'agrégation. C'est d'ajouter quand même un champ aux différentes classes de sujets, donc on va l'appeler gestionnaire d'observateurs, et on va avoir une classe pour ce gestionnaire d'observateurs qui va faire le boulot qu'on avait écrit avant. Mais par contre, en fait, les classes de nos sujets, elles ne gèrent pas directement leur observateur. Elles vont déléguer ça, entre guillemets, à un autre objet, des instances d'une autre classe. Donc, si on regarde le graphe d'objets par rapport à une solution à base d'agrégation, on va voir que il y a les gestionnaires des observateurs, qui sont les objets là entourés de rouge, qui vont s'intercaler entre les sujets et les collections des observateurs. Donc là, notre voiture, elle va référencer un gestionnaire observateur qui, lui, il a la collection qui va référencer les différents observateurs, dont l'arbitre, qui est lui-même, qui est à la fois observateur et sujet. Donc lui-même, il va référencer un gestionnaire d'observateurs qui va référencer le set qui est la collection des observateurs, notamment l'afficheur de classement. On va maintenant aborder l'utilisation des événements avec le pattern observer. Alors, pourquoi on a besoin de la notion d'événement? C'est que dans l'implémentation qu'on a vue jusqu'à présent, il y a des notifications inutiles. Donc si je prends l'exemple d'un autre sujet, une voiture, avec des observateurs, deux observateurs, un afficheur de voiture, un afficheur du nombre de vies, si j'envoie le message « avancer à la voiture », donc ça va changer sa position, ben les deux observateurs, donc tous les observateurs reçoivent le message update de mise à jour, donc avec la position de la voiture. Donc il y a avec la voiture donc en paramètre, mais il n'y a que la position de la voiture qui a changé par rapport à avant. Ce qui fait que là, l'afficheur de la voiture, il va bien, ça lui est utile d'avoir eu cette notification, et donc il va afficher que l'image associée à la voiture va bouger sur l'écran. Par contre, l'afficheur de vie, il va actualiser l'affichage, mais en fait, ça sera la même chose, hein. On ne verra pas de différence, puisque la vie, le nombre de vies associé à la voiture n'a pas changé. C'est pour ça que je l'ai surligné une espèce de rose là, pour dire, ben là, c'est une notification qui ne sert à rien. De la même manière, si on a modifié le nombre de vies de la voiture, donc forcément, on va avoir des notifications, vu qu'on a implémenté le pattern observer tout à l'heure. Tous les observateurs vont recevoir le message update. Donc, dans le cas de l'afficheur du nombre de vies, bah forcément, vu que le nombre de vies a changé, donc c'est utile, donc on va actualiser l'affichage, ça a une valeur ajoutée. Par contre, le nombre de vies n'est pas lié à la position de la voiture, donc l'image qui représente la voiture ne va pas bouger sur l'écran. Donc on a le update, ce deuxième update en marron, il ne sert à rien. Donc la solution à ce problème-là, à ces notifications inutiles, c'est la communication événementielle. Alors on va déjà commencer par clarifier ce que c'est un événement. Donc un événement, c'est un objet d'abord, une instance d'une classe.
Bon, c'est pas très choquant, hein, on dirait, vu qu'on fait de la programmation par objet, donc c'est pas surprenant. Mais cet objet-là, il va représenter un changement donné. En fait, en gros, il a des champs, donc il a une instance du classe qui déclare des champs, et les champs de l'objet, ils vont référencer les données modifiées. Exemple d'un événement simple, un événement qui va représenter le changement de nombre de vies. Donc il va contenir un champ, donc la classe changement de nombre de vies, elle va déclarer un champ qui correspond au nouveau nombre de vies. De l'autre côté, on peut en avoir des événements plus complexes, comme le changement de position. Au changement de position, on a besoin de connaître l'ancienne position, la nouvelle position, la voiture qui a changé. Pour l'abonnement avec les événements, l'abonnement des observateurs au sujet, en fait, ça va se faire comme avant, dans le cadre du pattern observer, à l'extérieur, dans une autre classe. Dans notre exemple, c'est la classe de jeu. La classe de jeu, elle va contenir différents champs. Je vais les afficher, les champs. Donc on a différents champs. Donc les voitures, les afficheurs des voitures, les afficheurs du nombre de vies, l'arbitre, etc. La méthode d'initialisation de la classe jeu, elle va faire un certain nombre de choses, notamment parcourir la collection de voitures, créer la collection de voitures, les voitures bien sûr, etc. Parcourir la collection de voitures. Donc là, ce parcours-là, on fait avec un indice. Donc, à chaque itération, on va avoir un élément de la collection voiture, donc une voiture, et l'indice de cet élément-là, vu que la collection voiture est ordonnée. Et puis, donc, vu que une voiture est un sujet, on va lui associer un observateur, on va ajouter un observateur, qui est l'afficheur de nombre de vies, un afficheur de nombre de vies qui vient de la collection afficheur de nombre de vies, mais donc au même indice que la voiture. Et puis donc cet afficheur-là, il va observer uniquement les événements de type changement de nombre de vies. C'est ça ce que dit ce message ou appel de méthode à deux paramètres, donc ajouter un observateur pour tel type d'événement. On va ajouter un deuxième observateur qui est un afficheur de la voiture, donc on va aller dans la collection des afficheurs de voitures au même indice que la voiture en cours, et on va récupérer donc cet afficheur-là, on va l'ajouter comme observateur de l'événement de type changement de position pour cette voiture. Et puis, enfin, en dernier lieu, on va ajouter l'arbitre comme observateur, également pour le changement de position. Donc on a deux observateurs qui observent le même type d'événement. Les sujets, enfin en l'occurrence notre sujet, ils vont diffuser les événements pour signaler les changements. Donc là, dans notre cas, on a la classe voiture qui hérite de la classe sujet. Donc le setter du nombre de vies, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va le modifier? En plus de mémoriser le nouveau nombre de vies, on va créer un objet événement de type changement de nombre de vies. Donc on va instancier la classe changement nombre de vies. On va mémoriser le nouveau nombre de vies et puis on va notifier aux observateurs de cet événement-là. Idem, si jamais on change la position, donc on va modifier le setter de position, qui va créer un objet changement, un objet événement qui est changement de position. Et il va mémoriser l'ancienne position, donc avant de setter position. Après, on fait notre traitement, voilà, on ne donne pas le détail du code, où il va modifier, oups, je suis allé un peu trop vite, on va modifier le... Ah bah dis donc, je fais des allers-retours. Modifier notre position, notre champ position, et donc on va mémoriser la nouvelle position du coup. On va mémoriser la voiture qui a été modifiée. Donc en l'occurrence, la voiture qui est modifiée, c'est l'objet courant, donc c'est self, ou this, suivant les langages. Et puis donc une fois qu'on a fini de préparer notre événement, on va le diffuser. On va lui notifier les observateurs de cet événement-là.
Et donc là, ce qui est intéressant à voir, c'est que notre objet événement, il est riche, c'est un objet complexe, hein, où il va mémoriser différentes choses avant de les transmettre. Donc là, pour le cas de l'événement changement de position. Pour l'événement changement de nombre de vies, il est simple, il est direct. Donc, si on regarde notre sujet, ou comment l'implémenter avec la gestion des événements, donc pour ajouter mémoriser les observateurs, on va peut-être commencer par ça. Donc, on a besoin d'un dictionnaire pour les observateurs. Le dictionnaire, il va associer les événements ou les classes d'événements aux observateurs qui y sont intéressés, qui y sont abonnés. Donc, pour abonner un observateur, donc, on va ajouter un observateur avec un type d'événement particulier, donc avec une classe d'événements, on va appeler une certaine méthode, dont on verra plus tard la définition, qui va nous donner l'ensemble des observateurs associés à une classe particulière, à la classe de l'événement. Et puis cet ensemble-là, on va simplement lui ajouter notre observateur, l'objet qui correspond à notre observateur. Et pour notifier les observateurs d'un événement, donc en fait on va chercher l'ensemble des observateurs, comme tout à l'heure, on appelle la même méthode qui nous donne l'ensemble des observateurs pour une classe d'événements, mais ce coup-ci, on a un objet événement, donc il faudra récupérer sa classe, donc on va faire un tout petit peu de réflexion, donc on peut demander à un objet sa classe, avec la méthode classe. Bon, en Pharo, en Java, c'est getClass, bon, il y a l'équivalent dans différents langages. Et donc là, donc on récupère la classe de l'événement, on récupère à l'aide de la méthode ensemble des observateurs, la collection des observateurs abonnés à cette classe d'événement, à ce type d'événement. Et là, on va itérer sur cette collection-là, et on va appeler, ou envoyer le message update à chacun des observateurs. Donc, la méthode ensemble d'observateurs, donc ouais, il nous faut bien sûr un initialize pour initialiser le dictionnaire des observateurs. Donc ce qui nous intéresse, c'est la méthode ensemble des observateurs pour une classe d'événements donnés. Elle se contente d'accéder au dictionnaire. Mais l'accès, il est particulier, on utilise la méthode @ifAbsencePut. Donc en gros, on fait une espèce d'initialisation paresseuse du dictionnaire. On demande est-ce qu'il y a la classe d'événements dans... est-ce qu'il y a une association ou une valeur associée à la classe d'événement, à la clé qui est la classe d'événement. Si oui, on la retourne. Sinon, on exécute ce bloc-là. Donc en gros, on crée un nouvel ensemble, identity set, qu'on va stocker, qu'on va associer à la classe d'événement, et on va le retourner. Donc dans tous les cas, on va retourner un identity set. C'est juste que celui-là, ce bloc-là, il est exécuté la toute première fois. Et donc, on va montrer maintenant que grâce aux événements, on arrive à filtrer les notifications. Donc, je reprends mon exemple de voiture avec deux observateurs, un afficheur de voiture, un afficheur du nombre de vies qui lui est associé dans notre jeu de course de voiture. Donc, j'appelle la méthode avancée sur la voiture qui va modifier sa position. Et dans ce cas, ça va conduire uniquement à l'update de la voiture. Et donc grâce à la mécanique qu'on a montrée tout à l'heure, donc en fait ici, quand on va faire avancer, ça va ça va filtrer les observateurs, ça va chercher dans le dictionnaire des observateurs les observateurs associés à l'événement particulier qui est le changement de position, et il va l'appeler, en l'occurrence, c'est que la voiture qui va être affectée. Et de manière symétrique, si on modifie le nombre de vies, on va retrouver juste les observateurs, le sous-ensemble d'observateurs qui est associé au nombre de vies, ou qui est intéressé par l'événement changement du nombre de vies. Et dans ce cas, c'est juste notre afficheur qui va recevoir la mise à jour. Alors, en résumé, donc un événement, c'est un objet créé à chaque changement dans un sujet. Il contient les informations sur le contexte du changement. Donc, pour la position, c'est l'ancienne position, la nouvelle position, etc. Pour le nombre de vies, c'est juste le nouveau nombre de vies. Donc, il y a différentes classes d'événements. Donc, une classe, ça correspond à une famille
d'événements, ou en gros une cause de changement. Et donc les sujets, ils génèrent ces événements-là. Donc d'ailleurs le nom sujet, il n'est pas toujours adopté, hein. Des fois on appelle ça autrement. Donc event source, observable, comme dans Java, ou les observateurs qui s'abonnent aux événements, pareil, ils peuvent avoir d'autres noms dans Java, ils appellent les event listeners. Donc en conclusion, le pattern observer, il favorise le découplage, puisque les sujets et les observateurs ne se connaissent pas a priori. Donc les objets les classes des sujets, les classes des observateurs, ils ne contiennent pas la référence directe vers leur classe. Ils ne font pas new les uns sur les autres directement. Leur code, il n'est pas directement lié. Donc en fait, il s'envoie juste des notifications de changements. Les sujets envoient juste des notifications de changements aux observateurs. Et puis la connexion entre sujet et observateur, c'est quelque chose qui est souple, qui peut évoluer dans le temps en cours d'exécution. Et en plus, on peut filtrer, grâce aux événements, on peut filtrer les communications et donc notifier que certains observateurs de l'occurrence de certains événements seulement. Bon, l'Observer Design Pattern, il est également connu sous un autre nom qui est Publish Subscribe. Il est fondamental dans le Model View Controller, il est à la base du MVC, en tout cas dans certaines implémentations du MVC. Et donc, en fait, pour en savoir plus, je vous renvoie vers la Bible, donc le livre Design Pattern, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Donc, ça représente toute une palette de schémas de conception qui sont récurrents et donc qui peuvent servir dans différents contextes. Donc, le schéma de conception, donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le schéma de conception, c'est quelque chose de général. C'est réalisable avec différents langages. Donc le livre, il illustre les différents exemples dans différents langages. Chaque pattern est illustré dans différents langages. Et donc on peut bien sûr utiliser le même schéma de conception dans différents logiciels, mais on peut même l'utiliser plusieurs fois dans le même logiciel. Donc pour finir, donc on va voir le Design Pattern Observer dans le contexte de Pharo. Donc en fait, l'implémentation elle est basée sur la bibliothèque Announcements qui est intégrée dans Pharo de base, dans l'image Pharo de base. Les classes des événements sont appelées des announcements, les événements sont appelés des announcements, donc ils héritent de la classe announcement. Il y a une classe de gestionnaire d'observateurs qui est announcer, donc on est dans un modèle avec agrégation. Donc le sujet, il crée des événements, et il dispose d'une référence vers l'annonceur, le gestionnaire des observateurs, qui est l'annonceur, donc il les envoie via cet annonceur. Et les observateurs s'inscrivent via la méthode subscribe-do. On verra dans l'exemple qui suit comment on la manipule, et ils se les inscrivent via remove subscription. Donc exemple avec announcement, donc imaginons un exemple d'un compteur. Donc un compteur, il a une valeur, et donc on voudrait notifier les changements de la valeur. Donc vu qu'on a un modèle d'agrégation, notre sujet, qui est le compteur, il faudra qu'il dispose d'un champ annonceur. À chaque modification de la valeur, donc dans le setter de valeur, on va créer un événement qui est instance de la classe modifCompteur, qui va contenir la nouvelle valeur, avec un getter et un setter pour la nouvelle valeur. Et donc, vu que modifCompteur est une classe d'événement, donc elle va hériter de la classe announcement qui fait partie de la bibliothèque, de la librairie d'announcement d'observer Pharo. Et puis, on a un observateur qui est un afficheur, qui va prendre comme paramètre l'événement. Donc, ici, on va faire déroger, on va montrer un petit peu de la souplesse qu'apporte Announcements par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on est libre par rapport à la méthode à appeler sur l'observateur. Donc l'observateur, il n'y a aucune contrainte sur l'observateur.
il est même pas au courant, enfin, ou l'implémenteur de la classe afficheur n'est pas au courant que cette classe-là va être utilisée comme observateur. Donc dans notre sujet, donc dans l'initialize, on va créer notre annonceur, on va initialiser la valeur. On a le getter qui est là pour accéder à l'annonceur. Et puis dans notre setter de valeur, on va créer une instance de notre événement modif compteur. On va lui pas l'initialiser en appelant le setter avec le nouveau nombre, la nouvelle valeur du compteur, hein, qui est passé comme paramètre du setter. Et puis, on va demander à l'annonceur de diffuser l'événement. Et donc là, le message pour diffuser l'événement, c'est announce. Et puis, bon, après, bien sûr, on est dans un setter, donc il faudra bien sûr mémoriser la valeur. Alors, le lien entre sujet et observateur, il est fait à l'extérieur, non ailleurs. Donc, on a ailleurs, on crée notre instance de compteur, on crée notre instance d'afficheur, et puis on va, grâce au getter d'annonceur, donc on va récupérer l'annonceur du compteur, et puis on va appeler la méthode subscribe_do. Subscribe avec la classe de l'événement, et do, on lui donne un bloc c'est un bloc qui a un paramètre qui correspond à un événement. Et donc le corps du bloc, on va appeler la méthode afficher avec comme paramètre un événement. Pour le désabonnement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mémoriser son abonnement. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure, sauf que on fait une affectation. En fait, la méthode subscribe_do, elle retourne un objet qui représente l'abonnement. Et donc cet abonnement-là, il faudra le conserver jusqu'au moment où on veut annuler l'abonnement, il faut désinscrire l'observateur. Et donc pour le désinscrire, on va appeler la méthode removeSubscription avec l'abonnement en paramètre. Ce que j'ai oublié de dire, qui était sur la diapo précédente, c'est que ce lien-là, entre le sujet et l'observateur, il peut être dans l'initialize d'une classe, par exemple, comme on a vu dans la classe jeu, donc c'est une autre classe autre que compteur et afficheur, mais aussi on peut l'avoir dans le setup d'un test. Donc en tout cas, c'est à l'extérieur du sujet et de l'observateur. Idem pour le désabonnement, évidemment. Alors, exemple avec plusieurs couples sujet-observateur. Donc on a un compteur de vitesse qui va être le sujet et un afficheur de vitesse qui va être son observateur. Ils sont tous les deux, donc les deux variables sont en rouge pour bien montrer qu'on va en faire un couple. Donc on va demander au sujet compteur vitesse son annonceur, on va appeler subscribe_do avec comme paramètre l'afficheur, enfin l'événement, on va le donner comme paramètre de la méthode afficher qui va être appelée sur l'afficheur de vitesse. Et on peut avoir une autre instance de compteur, donc qui là ce coup-ci, disons c'est un contour, qui va afficher un afficheur qui va être son observateur. Donc les variables sont en violet pour dire c'est un autre couple. Et donc le compteur, pareil, on va demander l'annonceur du contour, et puis à l'annonceur, on va lui demander d'appeler la méthode subscribe_do, avec donc bien sûr la classe d'événement qui nous intéresse, et puis là, dans le bloc de traitement de l'événement, on va utiliser l'afficheur origine. On peut avoir un sujet avec deux observateurs. C'est des exemples des choses qu'on a vues avant, mais donc on les revoit dans le contexte de Pharo. Donc on a la librairie ou la bibliothèque announcement de Pharo. Donc on a un seul sujet qui est le compteur de vitesse, qui est un compteur de vitesse. On a deux observateurs, un afficheur de vitesse 1, afficheur vitesse 2. Donc on va créer dans deux expressions différentes, donc ils sont référencés dans des variables différentes, et on va appeler subscribe_do pour
pour les associer, toutes les deux, au sujet, pour associer les deux observateurs au sujet. Et puis, un autre exemple, là ce coup-ci, on a un sujet, deux observateurs, instances de deux classes différentes. Donc là, on est toujours dans le même exemple tout à l'heure, avec la classe compteur qui est le sujet, la classe afficheur qui est observateur, la classe d'événement qui est modif compteur, qui est read de announcement, et on a rajouté une autre classe qui est la classe boîte noire, qui elle, elle a une autre méthode qui s'appelle enregistrer. Donc on n'a plus de méthode affichée. Et dans ce cas, donc on va faire comme tout à l'heure, créer les sujets et les observateurs, donc le compteur, l'afficheur, la boîte noire, mais quand on abonne, donc en fait, c'est là où on voit la puissance de cette approche avec l'utilisation des blocs. Donc plutôt que d'abonner un observateur particulier, on met un bloc. Et donc dans le bloc, on a la liberté de décider qu'est-ce qu'on va faire comme traitement. Et donc pour l'afficheur, on appelle la méthode afficher 2 points. Pour la boîte noire, on appelle la méthode enregistrer 2 points. Donc même si c'est le même type d'événement qui nous intéresse, qui intéresse les deux observateurs, même si la classe de sujet ou le sujet c'est le même, hein, c'est le même sujet, mais en fait les observateurs ils vont réaliser des traitements différents grâce à cette utilisation des blocs. Et donc en fait là, on peut même aller plus loin. Plutôt que de laisser le soin au développeur de l'afficheur, au développeur de la boîte noire de manipuler l'événement, en fait il peut ne pas avoir connaissance du tout de l'utilisation de l'afficheur et de la boîte noire comme observateur. Donc ici, au lieu de manipuler, de leur passer l'événement en paramètre, on va plutôt utiliser les getters du paramètre et donc récupérer la valeur directement, lui demander d'afficher la valeur ou lui demander d'enregistrer la valeur. Donc on va utiliser, si on revient en arrière, on va utiliser le getter de nouvelle valeur.